Jemina Benhabib, donc je ne vous présenterai pas plus que les autres participants. Vous avez, fait face à deux procès assez retentissants parce que votre notoriété, effectivement, a fait que ça avait passé de très loin les frontières et du Québec et l'Atlantique, jusqu'ici, que vous avez eu un comité de soutien très très important qui montre bien combien le soutien, on en revient à la communication aussi, mais le soutien du maximum de gens dans le maximum d'endroits est très, très important. Alors vous avez fait face à deux procès au Québec, l'un mené par une dame très proche évidemment des associations fréristes, qui vous reprochait d'avoir publié la photo de ces deux petites filles voilées, alors que ces photos étaient parfaitement visibles, d'ailleurs sur la mosquée, je crois sur une mosquée frériste ou salafiste. Donc il y a eu ce premier procès que vous avez gagné, mais vous direz beaucoup plus précisément et mieux de le faire. Et le deuxième procès a été mené par l'association des écoles musulmanes, toujours d'obédience, soit salafiste, soit frériste, je ne m'en souviens pas exactement, où là on vous reprochait des interviews, des déclarations publiques sur l'indignation que vous aviez eue à voir le programme de cette école, où le voile était obligatoire, bien sûr, et où on récitait le Coran plutôt que d'étudier les bons auteurs. Et par conséquent, là, vous avez eu affaire aussi à vraiment une attaque judiciaire extrêmement importante. Je crois que c'est à cette occasion, d'ailleurs, dans votre comité de soutien, il y avait eu en particulier en France une tribune dans Libération. À l'époque, Libération apparemment publiait encore des tribunes laïques. Et nous avions employé, peut-être pour la première fois, cette expression de djihad judiciaire, qui depuis a fait, hélas, je dirais, Florès. Donc je voudrais simplement reciter Naëm quand il disait à propos des procès que l'on fait, des procès que l'on fait contre les laïcs, l'absence d'éléments justifiant une quelconque diffamation montre que l'objectif n'est pas tant de gagner le procès que d'intimider et de décourager. Merci beaucoup. Je vais essayer évidemment d'être très brève. Je suis immensément heureuse et vraiment émue de prendre la parole aujourd'hui pour parler en fait de ces deux procès parce que c'est la première fois que je le fais en public. Et hier en fait j'y ai replongé, donc je ne voulais pas venir les mains vides. Je voulais donc apporter des éléments pour que vous puissiez voir en quoi consiste une défense, parce que j'ai eu à me défendre et j'ai gagné d'une façon retentissante à deux reprises. Donc quand les laïcs se mobilisent et mènent des combats, ils peuvent gagner. Et ça c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience humaine absolument incroyable, mais aussi de cette expérience intellectuelle qui m'a permis véritablement de me dépasser. Alors tout commence pour moi en 2009 lorsque je publie un livre qui s'appelle Ma vie à contre-Coran, dans lequel je raconte mon vécu en Algérie dans les années 90, où là j'ai été témoin de la montée fulgurante de l'islam politique, où ma famille a dû quitter en 1994 en raison d'une condamnation à mort du FIDA, donc du Front islamique du djihad armé, et que nous sommes retrouvés en France, à Saint-Denis, et que nous avons été témoins aussi, à l'époque, en 1994, de l'installation, tranquillement, à bas bruit, de l'islamisation, que nous avons alerté, que nous avons dénoncé, mais sans véritablement de succès, puisque en ce temps-là, nos amis intellectuels donc de gauche nous disaient « Calmez-vous, vous êtes traumatisés, il faut laisser le temps au temps, l'Algérie n'est pas la France, jamais en France il n'arrivera ce qui est arrivé en Algérie, et donc vous allez grandir de vos blessures comme tout un chacun. » Malheureusement, l'histoire leur a donné tort et nous a donné raison, c'est-à-dire que l'islamisme s'est déployé et l'islamisme a endeuillé non seulement la France, mais le monde. Donc dans ce livre, je dénonçais
évidemment cette montée fulgurante de l'islamisme, la lâcheté des élites intellectuelles, mais je me positionnais aussi par rapport au débat public au Québec, par rapport au débat intellectuel, c'est-à-dire je dénonçais avec force les accommodements, ce qu'on appelait à l'époque les accommodements raisonnables, ce que moi j'appelais les accommodements religieux, les accommodements déraisonnables, ce qui m'a permis de devenir très vite une personnalité de référence, une figure de proue. Et j'ai réitéré dans un autre livre en 2011 intitulé Les soldats d'Allah, l'assaut de l'Occident. Et celui-là, c'était véritablement un livre de pensée politique, où là, je dénonçais de front le multiculturalisme, les accommodements, où je dénonçais aussi, évidemment, le positionnement des élites, Bouchard, Taylor, et ainsi de suite. J'ai parcouru le Québec de bout en bout, j'ai fait des grandes et des villes moyennes et des petites, si bien que je suis devenue une figure populaire qui a aussi porté le combat de la laïcité très vite. J'ai été la première à proposer l'adoption d'une charte de la laïcité. Et donc j'ai convaincu mon parti, le Parti québécois à l'époque, de pousser pour l'adoption d'une charte de la laïcité. Aujourd'hui, le Québec est un État laïque. Aujourd'hui, nous avons y compris gagné sur ce terrain-là la laïcité, de la reconnaissance de l'État québécois comme un État laïque. Et donc, à partir de ce moment, il fallait décapiter la tête de la laïcité au Québec. Et la tête, c'était moi. Et donc, pour ce faire, on a intenté 2 procès contre moi, 2 procès pour diffamation. Le premier procès, il a été intenté par une mère de famille aux petites créances pour 2 fois, pour la somme de 2 fois 9 000 $, tandis que le deuxième procès, il a été intenté par une école islamique subventionnée à raison de 500 000 $ par le ministère de l'Éducation québécois. Et j'ai été poursuivie pour diffamation pour 100 000 $. Et donc j'ai décidé de me défendre, tout en sachant évidemment que les frais de justice sont exceptionnellement élevés au Québec, parce qu'au Québec nous n'avons pas cette disposition de rembourser les frais de justice si évidemment on gagne le procès. Donc il faut payer en tout cas pour aller jusqu'au bout de son procès. Et donc dans la tête de mes adversaires, je ne pouvais pas donc débourser cet argent pour me défendre. Parce que le procès, le seul procès, un procès, m'a coûté 150 000 $. 150 000 $, ça ne comprend que les frais d'avocat. Évidemment, ce chiffre, je ne l'ai jamais rendu public, surtout pas au Québec, pour ne pas décourager mes compagnons de lutte et pour porter le combat de la laïcité le plus loin possible. Mais aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de le dire et de le communiquer. Donc, tout commence en fait par cette image. Un professeur à la retraite m'a envoyé, m'alertant que les écoles musulmanes de Montréal faisaient de la publicité pour engager donc des élèves. Et voyez le modèle de société qu'ils proposent. Donc les gamines sont voilées, donc portant évidemment un hijab extrêmement strict, avec un verset du Coran et ainsi de suite. Donc ce qui m'a incité à aller sur le site de l'école pour découvrir en tout cas quel était le corpus scolaire que cette école offrait. Je me suis très vite rendu compte que cette école, en tout cas islamique, était en train de faire de l'endoctrinement avec évidemment de l'argent de l'État québécois, puisque, encore une fois, je le rappelle, ils sont subventionnés à raison de 500 000 $ par an. Et donc j'ai publié un blog. À l'époque, j'écrivais pour le Journal de Montréal. J'étais invitée donc, sur une tribune radio. J'étais invitée à
à la télévision. Et j'ai chargé véritablement contre cette école en disant qu'elle était désincarnée, qu'elle défendait des valeurs qui n'étaient pas les nôtres, qu'elle incarnait un projet de société qui était extrêmement loin du projet de société qui était le nôtre, c'est-à-dire démocratique, égalitaire, ouvert à l'altérité, qui encourageait l'esprit critique. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que dans le corpus scolaire, il y avait des récitations coraniques et que je suis allée donc piocher dans ces récitations coraniques pour voir un petit peu quelle était la teneur. Et donc j'ai très vite aussi saisi qu'on incitait donc les enfants à la haine, qu'on faisait la distinction entre les croyants et les non-croyants, qu'on décrivait dans ces versets donc ce qu'est le paradis, qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer. Donc il y avait y compris une connotation très sexuelle, violente, sexuelle, quand on parle de folie, c'est-à-dire qu'on parle de femmes qui ne sont pas vierges et machin, qui sont vierges et qui ont cette faculté de rester vierges tout le temps. Donc je me demandais, mais finalement, pourquoi raconter ça à des gamins ? Comment on peut raconter ça à des gamins ? Et donc, l'école a choisi donc, un avocat, une ponte. Il a choisi l'avocat qui est allé en Cour suprême pour valider ce concept des accommodements raisonnables à l'intérieur de l'école. Donc en 2001, nous avons eu un jeune sikh qui portait le kirpan, qui portait le poignard, qui demandait donc à assister donc, à ces cours avec son poignard. Et donc cette affaire est allée jusqu'en Cour suprême et cette école islamique donc, a engagé donc, cet avocat, donc Julius Gray, qui est une ponte du barreau, pour les défendre. Et pour ma part, j'ai engagé donc, un avocat, l'un des meilleurs avocats en diffamation. Et durant tout ce procès, j'ai saisi en réalité que j'avais en face de moi des gens qui ne connaissaient strictement rien au droit. Et des gens qui étaient persuadés qu'ils allaient gagner parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Des gens qui mentaient à tour de bras. Des gens qui n'avaient aucune connaissance de comment se tenir devant une audition, comment parler, quels sont les arguments à apporter, comment construire un argumentaire. C'était d'une faiblesse, mais épouvantable. Et la stratégie de l'école a été de multiplier les témoins durant donc, ce procès, donc, qui a duré 5 jours, si bien qu'une journée de procès coûte 10 000 € à peu près. Et donc, tenir ça sur 5 jours, on en arrive rapidement donc, à 50 000 €. Et multiplier les témoins, donc les différents témoins, donc les gamins, donc c'est-à-dire les élèves, leurs parents, les enseignants, la sécurité, l'administration, bref, il n'y a rien que je n'ai pas entendu. J'ai même entendu que des gens avaient changé de ville, avaient quitté Montréal, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de vivre avec les propos que j'avais tenus à la radio, que j'avais tenus à la télévision. J'ai même entendu dire que l'école a placé des caméras de sécurité partout parce qu'elle avait été tellement attaquée après mon passage à la radio et à la télévision qu'il n'arrivait plus à gérer la sécurité à l'école. J'ai entendu dire que des gamins avaient eu des cauchemars pendant des jours et des semaines et des mois. J'ai entendu dire que des gamins étaient chez des psychologues pendant des semaines et des semaines. Et donc nous avons rigoureusement contre-interrogé chaque témoin. Et donc, par exemple, pour un témoin, nous avons donc découvert qu'il y avait des témoins qui faisaient la publicité de Daesh. Donc des gamins. Donc le procès s'est tenu en 2016, et donc de 2012
2017, donc, il y avait des audiences. Et donc, ce qui était extrêmement troublant pour ma part, et là je dois le dire, c'est que j'étais en face de gamins qui étaient déjà endoctrinés. Des gamins qui mentaient à la juge, qui mentaient aux avocats. Et ça, je dois dire que j'ai été beaucoup interpellée par leur attitude. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans un autre monde, qu'ils étaient déjà acquis à devenir, à mentir, pour faire avancer leur cause. Alors, une audition préalable, par exemple, avec mon avocat pour interroger l'école, typiquement, c'était 287 questions que nous avons posées donc, au directeur de l'école pour avoir des réponses précises et structurées. Donc, se défendre, c'est vraiment beaucoup d'énergie déployée. Et heureusement que j'ai monté donc, rapidement donc, un comité de soutien qui a eu aussi donc, un écho, donc, y compris en Europe, en France, avec des figures de proue. D'ailleurs, Laure y était, André de l'Observatoire de la laïcité de Saint-Denis y était, Philippe Foussier aussi, que j'ai entendu tout à l'heure, y était. Bref, beaucoup de copines et de copains m'ont donné un sérieux coup de main. Des gens qui m'écrivaient des lettres. Moi, j'ai reçu des lettres d'associations, de syndicats, d'associations de professeurs, d'associations, vraiment, le soutien a été très large. Pour notre part, nous avons refusé des fonds qui venaient donc, de groupements plutôt d'extrême droite. Qui voulait donc mêler donc, les cartes, qui voulait instrumentaliser donc, le combat pour la liberté d'expression et le combat pour la laïcité, pour autre chose, pour un combat contre les musulmans. Donc là-dessus, je dois dire que j'ai été extrêmement vigilante et grâce à l'incroyable intelligence et rigueur de mes avocats, nous avons gagné, puisque l'école n'a pas eu cette occasion d'aller en appel, parce que la décision qui faisait une centaine de pages a été une décision tellement claire que l'appel leur a été refusé. Donc dans les deux reprises, en fait, l'appel a été refusé parce que, chose aussi rare et exceptionnelle, en tout cas pour une décision sur la liberté d'expression, en tout cas en Amérique du Nord, c'est assez rare, tous les juges, en tout cas, étaient du même bord. Donc voilà, brièvement quelques mots, comment ça s'est passé pour moi et comment je me suis